Gougelot. Et c'est le retour du Journal du Monde version 2018, une fenêtre sur la vie des autres que nous ouvre Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Lionel. Ce soir vous avez plusieurs petites histoires du monde à nous raconter, qui sont toutes d'ailleurs liées au 1er janvier. Oui, parce que finalement partout dans le monde, le 1er janvier c'est l'occasion de l'entrée en vigueur de nouvelles lois, de pages qui se tournent. On va donc en évoquer plusieurs ce soir, en commençant par la page Weinstein, ou plutôt ce que l'affaire du producteur hollywoodien accusé d'agression sexuelle a déclenché après l'énorme déballage sur les réseaux sociaux derrière le hashtag MeToo. Un nouveau projet vient de voir le jour aux États-Unis. Il s'appelle Time's Up, ce qu'on peut traduire par c'est fini. Alors fini, d'accord, les agressions sexuelles on imagine, mais une fois qu'on a dit ça, en quoi ça consiste? Alors fini aussi le silence, l'attente, la tolérance de la discrimination, le harcèlement et les abus sexuels. C'est ce que disent 300 femmes fondatrices de Time's Up dans une lettre qu'elles publient hier sur le site du même nom. Ces femmes travaillent essentiellement dans le cinéma, la télé ou le théâtre. Ce sont par exemple Kate Blanchett ou Meryl Streep, la présidente d'Universal Pictures, Donna Langley, ou encore l'écrivaine féministe Gloria Steinem. Mais c'est à toutes les femmes qu'elle s'adresse, et en particulier à celles qui sont victimes d'abus dans des milieux beaucoup moins glamour qu'Hollywood. Par exemple, l'employé agricole ou la serveuse qui bien souvent n'ont pas les moyens de se défendre. Time's Up récolte de l'argent pour aider ces femmes à aller en justice. Un fonds a été créé qui a déjà amassé plus de 13 millions de dollars. Alors voilà pour cette nouvelle première page qui s'écrira donc en 2018. Dans la même veine, l'Islande démarre sur un nouveau pied un également. Pied d'égalité. Une loi est entrée en vigueur hier dans ce pays souvent précurseur en matière d'égalité homme-femme. Cette fois, l'Islande est le premier pays au monde à formaliser l'égalité salariale. Depuis plusieurs décennies, évidemment, la législation disait qu'il fallait tendre vers ce rééquilibrage, mais ça ne marchait pas toujours. Désormais, toute entreprise de plus de 25 salariés doit prouver qu'elle paye équitablement ses salariés femmes et hommes, et celles qui n'arrivent pas à obtenir le fameux certificat officiel devront payer une amende. L'Islande vise l'équilibre pour 2020, donc c'est après-demain. Oui, effectivement. Un tout autre genre maintenant, Sophie, la Californie. La Californie est devenue hier le plus gros marché mondial de cannabis, et ça va en faire rêver certains. Exactement, nouvelle loi là encore, entrée en vigueur au 1er janvier. L'usage du cannabis récréatif, comme on dit, est désormais autorisé aux personnes de 21 ans et plus. Quelques conditions tout de même, pas plus de 28,3 grammes par personne ou 6 plants maximum. On ne peut pas consommer en public ni au volant, ni à moins de 300 mètres d'une école ou d'un établissement pour enfants. La Californie était déjà pionnière de la marijuana médicale depuis 1996, mais cette fois, l'herbe devient un produit qui va beaucoup rapporter à l'État le plus peuplé des États-Unis. Il est taxé à hauteur de entre 17 et 25% du produit de la vente selon les municipalités. Oui, effectivement, la Californie donc, qui devient le 8e État américain à avoir légalisé ce cannabis récréatif, comme vous dites. Le 8e est donc le plus gros. Alors, autre changement entré en vigueur également hier, mais en Allemagne cette fois, où l'on retrouve Hélène Kohl. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors, pour en finir avec les commentaires haineux sur Internet, une nouvelle loi fait courir de gros risques à Facebook, Twitter et compagnie s'ils laissent faire leurs utilisateurs. Oui, et surtout, et c'est là que l'Allemagne est pionnière, ces grands groupes risquent des amendes extrêmement dissuasives. Écoutez ça, jusqu'à 50 millions d'euros. Alors du coup, les réseaux sociaux prennent la chose très au sérieux, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir ici les premiers messages effacés du web dès la nuit du Nouvel An. Par exemple, le tweet d'une élue du parti d'extrême droite AfD qui présentait les musulmans comme des hordes de barbares violeurs, message raciste. Il tombait sans aucun doute sous le coup de cette loi qui cible tous les contenus appelant à la haine raciale, mais aussi les insultes et les menaces. Alors, ça fonctionne comment concrètement, Hélène ? Dès qu'un message douteux est signalé, Facebook et les autres ont 24 heures pour contrôler si le contenu est bel et bien illégal et pour le supprimer le cas échéant. S'ils ne le font pas, les amendes seront automatiques. Le ministère de la Justice a mis en ligne lundi un formulaire qui permet immédiatement de déclencher une plainte contre Facebook, Instagram ou Twitter avec automatiquement l'envoi d'une amende. Alors forcément, on ne va pas échapper à la polémique en Allemagne. J'imagine qu'il y a certains qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, non ? Oui, évidemment, après ce premier tweet supprimé, l'extrême droite parle de censure. Mais globalement, quand même, la loi est saluée. Même les réseaux sociaux, au début très critiques, jouent le jeu. Facebook avait ouvert il y a 2 ans déjà son premier centre de contrôle des contenus.
Au total, pour superviser ces pages en allemand, le réseau a embauché plus d'1 millier de salariés à temps plein. Et en moyenne, ces 2 bureaux en Allemagne suppriment ainsi 100 000 messages par mois. Facebook s'est aussi associé à un collectif de journalistes qui s'occupe de débusquer les fausses informations et de contrer les rumeurs qui circulent. Et toujours dans l'idée d'en finir avec cette malveillance et les délires autour des fake news, plusieurs médias ici ne permettent plus aux internautes de laisser des commentaires en ligne. Si les lecteurs veulent réagir, ils peuvent toujours envoyer un courrier, mais plus question de déverser des pseudo-analyses sous des insultes ou sous couvert d'anonymat. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler le nettoyage du net, comme quoi une bonne grosse amende peut se révéler dissuasive et donner des résultats. Merci Hélène Cole, vous étiez en direct de Berlin, je le rappelle. En bref, avant de refermer ce journal du monde, Sophie, un youtubeur américain crée l'indignation. Comment ça, en filmant un cadavre? Ouais, alors je précise tout de suite que la vidéo a été retirée du web, mais effectivement, Logan Paul, suivi par plus de 15 millions de personnes, c'est un Américain, a filmé au Japon un homme pendu à un arbre. Alors il se promenait en connaissance de cause dans une forêt appelée la forêt du suicide. Chaque année, là-bas, des centaines de personnes viennent mettre fin à leur jour, et donc le blogueur de 22 ans a découvert ce corps sans vie. Il l'a filmé, il a diffusé la vidéo en annonçant fièrement une première sur YouTube. Alors résultat, plus de 6 millions de vues en 24 heures pour la vidéo, mais très vite aussi un tollé. Les internautes ont dénoncé le comportement choquant de la star d'Internet. Logan Paul a expliqué vouloir éveiller les consciences sur le suicide, faire de la prévention. Bref, il a ramé avant de reconnaître un dérapage tout de même. Oui, effectivement. Sur la péninsule néo-zélandaise de Coromandel, c'est comme ça qu'on dit. Les vacanciers ont fait preuve d'imagination pour ce réveillon du 31. Oui, parce que dans la région, au moment des fêtes, figurez-vous qu'il est interdit de boire dans les lieux publics, y compris les plages. Alors quelques fêtards contrariés ont profité de la marée basse juste avant le réveillon pour construire une minuscule île au beau milieu de la rivière, quelques mètres carrés, juste de quoi poser une table de pique-nique et des glacières bien remplies. Et une fois l'eau remontée, la petite troupe a expliqué se trouver dans les eaux internationales et a donc bel et bien trinqué. Les autorités ont jugé cette manœuvre créative. Si j'avais été mis au courant, je les aurais peut-être même rejoints à confier le chef de la police locale. Et puis un dernier mot, la Colombie qui vient d'envoyer 50 tonnes de jambon au Venezuela. Alors là, faut nous expliquer. C'est une sorte de cadeau de Noël. Vous savez que les pénuries, et notamment les pénuries alimentaires, sont terribles. Tout manque au Venezuela, y compris le jambon à l'os qui est très prisé pendant les fêtes. Alors les habitants espéraient en trouver à des prix subventionnés. Le président Maduro l'avait promis. Et évidemment, le successeur de Chavez a mis ce loupé sur le compte d'un boycott international orchestré par Washington et sur le compte aussi d'un sabotage du Portugal, d'où la viande est importée. Merci Sophie Larmoyer, c'était le journal du monde dans Europe Soir.